Aujourd'hui, on décortique un sujet qui fait beaucoup parler. L'Inde rebat ses cartes entre Washington et Pékin. Est-ce un vrai pivot vers la Chine, un coup de pression tactique adressé aux États-Unis, ou simplement la version 2.0 du non-alignement à l'indienne? On va poser le décor, raconter les coulisses et surtout expliquer ce que cela change pour la géopolitique, l'économie et votre quotidien. Ici, on prend le temps de comprendre, pas de slogans, mais des faits, des tendances et des scénarios crédibles pour les prochains mois. Installez-vous, on démarre. Si New Delhi ajuste sa trajectoire, c'est d'abord une réponse à l'environnement, une géoéconomie plus brutale, des chaînes d'approvisionnement fragilisées et des partenaires devenus plus transactionnels. Pendant des années, l'Inde a cultivé une formule d'équilibre, coopéré avec les États-Unis sur la sécurité indo-pacifique, tout en maintenant des échanges économiques avec la Chine et des liens énergétiques avec la Russie. Mais quand les tarifs, contrôles à l'export et menaces de sanctions se multiplient, l'équilibre devient acrobatique. L'Inde choisit alors de reprendre la main, diversifier ses dépendances, exiger de la prévisibilité et faire passer la raison d'État avant l'affect diplomatique. Ce n'est pas un virage idéologique, c'est un recalibrage pragmatique. Les stratèges indiens parlent d'autonomie stratégique depuis des décennies. La nouveauté, c'est la granularité. L'autonomie n'est plus une grande déclaration, c'est une checklist sectorielle. À chaque filière, énergie, semi-conducteurs, pharmacie, défense, l'Inde mesure le rapport coût-risque et ajuste ses partenariats. Résultat, un mouvement qui peut ressembler à un pivot vu de loin, mais qui, de près, n'est qu'un recentrage sur l'intérêt national. Derrière la diplomatie, il y a des usines qui tournent et des ports qui chargent. L'Inde veut devenir la troisième économie mondiale et monter en gamme industrielle. Pour y parvenir, elle a besoin de capitaux, de technologies et d'approvisionnement fiables. Or, une partie des composants électroniques, des intrants chimiques et des équipements est massivement concentrée en Chine. Couper ce lien créerait plus de casse que de souveraineté. New Delhi cherche donc une route B avec Pékin, pas une dépendance, mais un accès sécurisé aux pièces critiques, aux marchés et aux financements commerciaux. En parallèle, l'Inde attire des relocalisations. Smartphones, panneaux solaires, automobiles, équipements médicaux. Elle subventionne la production locale, sécurise des accords d'investissement avec l'Europe et l'Asie du Sud-Est et développe des corridors logistiques concurrents. L'objectif est simple. Ce qui est stratégique doit être produit ou assemblé chez soi ou chez des partenaires fiables. Ce qui est remplaçable peut rester sur des circuits globalisés. C'est de l'ingénierie économique, pas de la posture symbolique. Après les affrontements meurtriers de Galwan, l'Inde et la Chine ont traversé une longue glaciation. Le dégel reste prudent, réunion entre militaires pour éviter les incidents, signaux politiques mesurés, reprise partielle de visas et d'échanges civils. La frontière himalayenne demeure une ligne rouge et l'opinion indienne reste méfiante. Mais l'ouverture de soupapes réduit le risque d'escalade accidentelle et offre des respirations économiques quand les circuits occidentaux se tendent. Concrètement, cela se traduit par des protocoles de patrouille mieux coordonnés, une reprise graduelle de certaines importations indispensables et des canaux diplomatiques moins hostiles. Pékin y gagne un voisin moins imprévisible, New Delhi récupère de la marge pour gérer sa montée en puissance industrielle. Personne ne parle de lune de miel. On parle de prévention des risques, de gestion des interdépendances et de réelle-politique assumée. La relation indo-américaine reste structurante. Exercice naval, partage limité de technologies, convergence sur la liberté de navigation. Mais du point de vue indien, la politique commerciale américaine saccadée, hausses tarifaires, exemptions qui vont et viennent, complique les plans industriels. New Delhi a besoin de prévisibilité pour investir sur 10 ans. Elle observe des cycles politiques qui, parfois, redessinent les règles tous les 2 ans. D'où le ligne de conduite. Coopérer avec Washington là où cela renforce la dissuasion maritime et l'accès à certaines technologies, tout en gardant assez d'autonomie pour ne pas être otage d'un calendrier électoral étranger. C'est pro-indien, pas anti-américain. Quand l'allié devient imprévisible, on multiplie les points d'appui. Japon, Europe, ASEAN, et oui, un canal économique contrôlé avec la Chine. L'Inde ne choisit pas un camp. Elle choisit de ne pas dépendre d'un seul centre de pouvoir. Le mot-clé, c'est segmentation. Plutôt que de tout ouvrir à tout le monde ou de tout fermer, l'Inde découpe ses dépendances. Défense et espace sensible, priorité au partenariat avec transfert de technologie, clause de maintenance locale et contrôle des données. Électronique grand public, tolérance encadrée aux composants importés avec des objectifs d'assemblage domestique. Énergie, diversification maximale, achat opportuniste et diplomatie des contrats à long terme. Finance et paiement, montée en puissance du règlement en monnaie locale avec des partenaires non occidentaux, sans renoncer au circuit dominant. Ce travail fin suppose des contrats intelligents, des plans B logistiques, des garde-fous cyber et des mécanismes de résolution de litiges crédibles. Cela impose aussi une culture de l'exécution,
Les incitations doivent produire des usines, pas que des annonces. C'est austère, moins spectaculaire qu'un grand discours, mais c'est précisément ce qui confère de la résilience à long terme. Cette stratégie sur Crète n'est pas sans péril. Premièrement, la frontière. Un incident mal géré peut faire dérailler des mois de travail diplomatique. Ensuite, l'opinion publique indienne, très sensible aux questions de souveraineté. Elle n'oublie ni les affrontements, ni les interdictions d'apps chinoises. Tout geste perçu comme une faiblesse coûterait politiquement. Enfin, la technologie. Rouvrir des canaux implique des audits plus stricts, des certifications renforcées, la localisation des données et une cybersécurité musclée. Enfin, la réputation. Trop de proximité économique avec Pékin attiserait le soupçon du Quad, trop de distance braquerait la Chine et renchérirait l'industrialisation. La parade côté indien tient en 3 mots. Réversibilité, transparence, redondance. Réversibilité pour pouvoir couper vite en cas de crise. Transparence pour expliquer à l'opinion ce qui est protégé et pourquoi. Redondance pour ne jamais dépendre d'un fournisseur unique. Autrement dit, on prend des risques, mais des risques calculés. Quand l'Inde bouge, l'Asie du Sud-Est s'ajuste. Certains pays de l'ASEAN y voient une opportunité. Absorber des capacités industrielles qui quittent la Chine, se brancher sur des corridors Inde-Asie ou capter des flux d'investissement. D'autres redoutent une rivalité Chine-Inde trop frontale. L'Europe, elle, cherche la bonne distance, assez proche de New Delhi pour accompagner Make in India et réduire sa dépendance à la Chine, mais attentive à ne pas se retrouver coincée entre 2 géants. Pour les marchés, 3 indicateurs comptent. Les clauses monétaires dans les nouveaux contrats commerciaux, monnaie locale ou panier, l'ouverture effective de corridors port-rail alternatifs et la montée des assurances maritimes adaptées à ces routes. Côté entreprise, la période est à la micro-ingénierie. Cartographier les risques fournisseurs, doubler les sources, investir dans la traçabilité, former les équipes aux multidevises et aux multirèglements. À court terme, c'est plus de friction et parfois des coûts. À moyen terme, c'est plus de redondance, donc paradoxalement plus de résilience. 3 tests diront si l'autonomie 2.0 tient la route. D'abord, la frontière, mécanisme de désescalade, canaux militaires dédiés, absence d'incidents majeurs. Ensuite, la politique commerciale américaine. Voit-on des tarifs durables, des dérogations ciblées ou un retour à une prévisibilité minimale qui rassurerait les industriels indiens? Enfin, la production domestique. Les annonces se traduisent-elles en capacité réelle, exportation et emploi qualifié? Côté scénario, le plus probable reste celui d'une escalade contrôlée. L'Inde continue de segmenter, coopère avec Washington sur la sécurité, rouvre prudemment des vannes économiques avec Pékin et sécurise ses achats d'énergie au meilleur coût. Un choc, incident frontalier, sanctions extrêmes ou au contraire accord technologique majeur pourraient accélérer ou freiner ce mouvement. Mais le fil directeur ne change pas. Ne s'enchaîner à personne, n'insulter l'avenir avec personne et convertir la démographie indienne en puissance industrielle tangible. L'Inde ne change pas de camp, elle change d'instrumentation. Elle passe d'une diplomatie de posture à une diplomatie d'ingénieur. Segmenter les dépendances, additionner les redondances, exiger de la prévisibilité et monétiser sa taille de marché. Pour Washington, le message est clair. L'influence durable suppose des règles stables et des bénéfices réciproques. Pour Pékin, l'avertissement est limpide. Le dégel n'est pas une reddition, c'est un garde-fou. Et pour le reste du monde, c'est la preuve qu'une nouvelle grammaire des alliances s'écrit à New Delhi, filière par filière, contrat par contrat. Si ce décryptage vous a éclairé, mettez un j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. Dites-nous en commentaire, cette stratégie d'autonomie 2.0 vous paraît-elle tenable sur le long terme? Quelle filière devrait selon vous être sécurisée en priorité? On lit tout, on vous répond et on se retrouve très vite pour la suite.